Le jingle. Et bonjour les amis, bonjour Alain, nous voici. Bonjour Franck. Bonjour Alain, on est là pour la 4e partie de ton livre et déjà pour tous les spectateurs qui nous découvrent aujourd'hui, tu vas te présenter un petit peu. Avant tout, je résume ce que nous avons fait. Nous avons fait 3 parties, nous avons décrit ensemble, et c'est surtout Alain qui a décrypté, qui nous a aidé à comprendre son livre Unification, que je peux mettre à l'image si vous ne l'avez pas encore vu. Donc ce livre-là, Unification, que vous pouvez trouver partout dans le monde entier. Sur Amazon, essentiellement sur Amazon. Sur Amazon, mais c'est accessible donc partout. Et pour ceux qui ne veulent, ou qui ne peuvent pas l'acheter ou qui ont envie de le lire, un PDF est disponible oui. Par l'adresse, alors je vais la mettre ici, voilà. Voilà, on a envoyé un petit mail à Alain. Alain vous enverra, je pense, hein, tu feras oui. ça. Oui. À tous ceux qui voudront ce livre, le lire sans forcément l'acheter. Mais ça peut être un très beau cadeau parce que c'est un très beau livre. Bon, ce que nous allons faire aujourd'hui, déjà, tu pourrais te présenter une nouvelle fois, c'est vrai, mais c'est la première fois dans cette partie-là, donc c'est important. Donc, ce livre, tu l'as écrit, tu es un scientifique, tu es un chercheur indépendant, tu es même un alchimiste New Age. On en reparlera. On en a déjà parlé dans la partie New Age, je ne sais pas. New Age, c'est moi qui le dis, oui. Donc, eh ben, écoute, Alain, est-ce que tu peux te présenter et dire un peu ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui. Alors, je m'appelle Alain Cagnati. Effectivement, j'ai fait des études de physique. Hein. J'ai fait une maîtrise de physique il y a presque 40 ans. J'ai ensuite travaillé pendant 20 ans au ministère de l'Intérieur comme cryptologue. Donc, j'ai quitté un peu la physique pour aller vers la cryptologie. J'ai fait beaucoup, surtout d'informatique, de l'informatique pratique, quoi, hein, sur des flux de données, etc., etc. Et puis, depuis une quinzaine d'années, je me consacre en grande partie à la recherche sur ma passion initiale, la physique. Et je viens de sortir un livre assez technique, difficile, mais qui fait une espèce de pont entre la spiritualité et les sciences physiques modernes et qui s'appelle Unification et qui tente de faire donc le lien entre la science moderne, physique essentiellement, et mathématiques, et le phénomène de la conscience. Voilà. Comment émerge la conscience de tout ce champ de la physique. Très bien. Bon, là, je vais masquer un petit peu. Voilà, on va pouvoir commencer à décrypter la partie 4 de ce livre, ou en tout cas, on était dans le chapitre 2, mais aujourd'hui, c'est la 4e fois qu'on se rencontre en direct. Nous avons déjà une quinzaine de personnes qui nous suivent. Donc, vous pouvez poser vos questions. Alors, déjà, on a déjà en commentaire. J'ai simplement le chiffre 67 de Dylan, là, qui, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dylan a mis 67. Bon, ok. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, Alain, on a prévu donc, de redémarrer sur on va repartir de l'algèbre. Alors, c'est un peu technique. J'espère que les gens qui n'ont pas fait beaucoup de mathématiques ou de physique ne nous en voudront pas, mais on va repartir sur cette intuition initiale. Ce que je dois dire, c'est que moi-même, je n'ai pas fait beaucoup de mathématiques, je suis allé jusqu'au
au bac, après 2 ans après le bac, j'étais en biologie, mais donc les mathématiques, c'est pas mon fort. Et du coup, les questions que je vais poser, j'espère, correspondront aux questions que les gens comme moi aimeraient te poser. Mais je vais essayer de ne pas trop te couper non plus, parce que tu as besoin de pouvoir développer. On est dans du temps long. On a 1 heure devant nous. Donc, on fera peut-être plus court cette fois-ci. Mais Alain, voilà, Là, je te coupe plus la parole. OK. Si je te la coupe, c'est parce qu'il y a vraiment des questions importantes. À toi. Alors, c'est bien que tu fasses dérouler le livre quand je te le demanderai. Donc, mon intuition initiale, hein, oui. je l'ai dit, je m'adresse, on va dire là, à des physiciens. Maintenant, la partie spiritualité a été traitée dans le chapitre 1, de manière partielle peut-être, mais au moins abordée. Maintenant, on est dans la partie physique et l'idée que l'intuition que j'avais, c'était que pour faire de l'algèbre de l'espace, hein, de l'espace et ensuite de l'espace-temps, il fallait utiliser l'algèbre de Clifford sur R3, c'est-à-dire une algèbre qui se développe sur un espace vectoriel de dimension 3. Bon, j'espère que je ne perdrai pas ceux qui n'ont pas fait Est-ce que je peux le dire avec mes mots pour savoir si j'ai bien compris ce que tu as dit la dernière fois? Parce que avec mes mots qui ne sont pas des mots de scientifique, moi, ce que j'ai compris, c'est que pour décrire l'univers, on avait Einstein qui a introduit le temps, l'espace et le temps, donc une 4e dimension. Et toi, en fait, avec des techniques, des outils mathématiques que tu appelles l'algèbre de Clifford, qui est un algèbre plus complexe, qui utilise les nombres complexes d'ailleurs. Et grâce à cette algèbre appliquée uniquement à l'espace et non pas à l'espace-temps, uniquement à l'espace, là tout à coup, grâce à cette algèbre de Clifford, cette intuition que tu as eue avec un autre mathématicien d'ailleurs qui s'appelle Jesus Sanchez, tu as pu libérer. Voilà, c'est Patrice qui m'appelle, mais il m'appellera un autre jour. Tu as pu libérer 4 dimensions supplémentaires. C'est-à-dire qu'il y avait les 4 dimensions initiales de l'espace-temps, et maintenant, grâce à l'algèbre de Clifford, tu peux avoir 8 dimensions. C'est ça. Et du coup, tu peux intégrer, tu peux unifier des forces électromagnétiques, des champs électromagnétiques qui jusqu'à et autres champs quantiques, champs gravitationnels et autres qui n'étaient pas inclus dans la relativité générale d'Einstein. Dorénavant, grâce à cette magie d'avoir choisi, je ne sais pas comment tu y arrivais, tu nous le rediras, tu as eu une intuition une nuit, de fusionner l'espace, l'algèbre de Clifford, d'utiliser l'algèbre de Clifford avec cette histoire d'espace uniquement sans le temps. Et du coup, ça nous donne 8 dimensions qui peuvent intégrer les champs. Tous les champs gravitationnels, électromagnétiques et autres, et l'espace-temps aussi. Voilà. C'est ça. Voilà ce que j'ai compris. Je dirais que tu as assez bien compris. Tu n'as pas la même disposition des écrans, voilà. Alors, OK, donc là, tu peux remettre le livre, comme ça je le suis un peu. Donc, l'intuition fondamentale, c'est d'utiliser APS, Algebra for Physical Space, qui a été introduit par David Estenes. Voilà. Hein, comme ça, les physiciens ou les mathématiciens qui voudraient savoir de quoi on parle, ils vont voir David Estenes et APS. Descends, maintenant, tu peux descendre un peu, et donc de descendre dans le livre et revenir à l'endroit où on définit ce qu'est APS. APS, alors là, c'est trop bas, non, c'est trop. Alors, la c'est par ici. Descends. Voilà, voilà, c'est là. On est là. On a la fin de la dernière vidéo, on a défini cette algèbre APS comme étant, de notre point de vue, de Jesus Sanchez et moi, c'est cette algèbre qu'il faut utiliser. Et il faut une audace assez phénoménale. Il faut identifier le paramètre temps,
le temps, qu'on utilise, nous, les physiciens, qu'utilise Einstein, qu'utilise Minkowski. Il faut utiliser le paramètre temps, l'identifier au trivecteur de cette algèbre. Ce trivecteur est un pseudo-scalaire qui est de carré négatif. Voilà. Je pense qu'un physicien moyen verra quelque chose d'assez étonnant. Bon. Et donc, c'est ça l'intuition première et c'est le cœur du livre. Mais je pourrais dire que ce qui est venu après a été d'étonnement en étonnement, parce que c'est comme si cette intuition première, essentiellement confirmée par les calculs de Jesús Sánchez, semblait intéressante. Mais il y a eu d'autres éléments qui ont fait, et surtout de mon point de vue, qui m'ont confirmé que ça pouvait être véritablement la bonne algèbre. Alors, tu descends à la roulette, hein, à la roulette. Ouais. À la roulette. Tu descends jusqu'à, on va passer, alors, cette algèbre, voilà, celle-là, là, ça c'est l'algèbre APS, hein, ou autrement dit CL30, hein, c'est des notations, hein, mais ça s'appelle Geometric Algebra ou encore voilà. Une algèbre de Clifford. Et là, ce que je surligne, là, oui, c'est les 8. C'est les 8, tout à fait, de la base de cette algèbre. C'est les 8 degrés de liberté de cette algèbre. Alors, tu me demandais pourquoi il appelle ça APS plutôt que algèbre de Clifford sur A3. Parce que David Estenes, c'est un physicien, pardon. Donc, en physique, on utilise Geometric Algebra et les mathématiciens parlent plutôt d'algèbre de Clifford. Hein, mais voilà, chacun a le nom qui est de son domaine. Voilà. Donc, on observe qu'il y a dans cette algèbre un scalaire, 3 vecteurs qu'on connaissait bien, hein, les physiciens connaissent bien. On a un repère cartésien en 3 dimensions pour repérer l'espace. Mais là où il faut faire le saut, hein, si on peut dire, c'est quand on dit que le trivecteur, qui est nommé pseudo-scalaire, c'est-à-dire il commute, hein, bon, je ne rentre pas dans des détails trop techniques, mais surtout il est de carré négatif, et on va dire c'est lui le temps. On descend, voilà, ça c'est les physiciens essaieront de comprendre ce qu'on dit, mais bon, on descend un peu, déroule un peu sur le livre, pour arriver à la physique quantique. Donc, voilà, la révolution est là, c'est ça qu'il faut utiliser. APS. On descend. Ça marche très bien pour redéfinir les 4 équations de Maxwell, c'est-à-dire tout l'électromagnétisme tiennent dans les 4 équations de Maxwell tiennent dans une seule équation. Donc c'est déjà pas mal. Ça unifie, ça réunit, ça simplifie les équations de Maxwell. Hein, pour des physiciens, encore une fois, des physiciens, ils savent que les équations de Maxwell qui définissent les champs électriques et les champs magnétiques, c'est Maxwell qui les a unifiés à la fin du 19e siècle. Et c'est vraiment une des bases de la physique. Eh bien, avec GA, Geometric Algebra, on réduit ces 4 équations à une seule. Donc, c'est pas mal déjà. OK, on continue. En physique quantique, on peut montrer, et les livres que j'ai le montrent assez bien, la physique quantique peut, au moins au début, se décrire dans cet espace nouveau, hein, un espace en dimension 8. Alors là, il y a une formule, formule qui apparaît qui est incompréhensible pour moi. Oui. C'est ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger. C'est pas Schrödinger avec son chat. Oui, celui du chat. Schrödinger avait un chat. Oui, alors, c'est juste l'équation. Je te coupe simplement pour ceux qui veulent savoir plus de quoi on parle avec le chat de Schrödinger. Dans la première partie, tu as longuement développé l'équation, pas l'équation, l'expérience de pensée de Schrödinger avec son chat, qu'il imaginait être mort et vivant. Je t'entends très mal, c'est haché, je ne sais pas pourquoi. Non.
Tu m'entends mal? Là, ça y est, je t'entends. Tu m'entends mieux là? Ah, c'est Là, peut-être oui. parce que j'ai pas sélectionné le. Je te Bon, laisse là, ça gérer va, c'est bien, Ouais, je te laisse gérer ça. c'est bien. Alors, ben, donc, je disais simplement que on pouvait s'y référer dans la première partie Oui, oui, oui. de ces émissions-là qu'on peut retrouver en ligne très facilement sur la chaîne d'Alain ou Oui, sur ma oui. chaîne. Ma chaîne sur YouTube, c'est Alain Cagnati. Vous Et, la moi, trouverez facilement. et la mienne, c'est écrit ici, l'œil de Franck. Vous voyez. Voilà. Bon, voilà. OK. Bon, Donc, Alain, tu étais en train de nous oui, ça, parler de la physique quantique. voilà, je parle de la physique quantique. Et la physique quantique se décrit très bien dans cette algèbre. Voilà. Ici, on a l'équation de Schrödinger qui définit la loi d'évolution temporelle de la fonction psi. Là, vous voyez la fonction psi, la lettre grecque. Donc, la fonction psi, c'est une fonction mathématique et elle évolue dans le temps en fonction de ce qu'on appelle d'un opérateur qui s'appelle l'hamiltonien, qui définit l'énergie qui va agir sur elle. Hein, voilà, de manière très, très bref. C'est, pour des physiciens, encore une fois, c'est F égale ma de la mécanique traditionnelle, la mécanique classique. C'est-à-dire, quand une force agit sur une particule, alors la particule accélère, évolue, tourne, hein, F égale ma. La force va agir sur une masse et va lui communiquer une accélération. Là, c'est un peu pareil, sauf que c'est transposé dans la mécanique quantique, c'est une particule va évoluer, en tout cas sa fonction d'onde va évoluer en fonction de l'énergie qu'elle va rencontrer. Voilà, hein, je le fais très bref, mais cette formule, elle n'est pas, même si elle est magique, mais elle n'est pas sorcière. Bon, Elle vient je te laisse. voilà. Euh, Alors OK. on descend. Là, voilà, on peut voir que cette algèbre GA elle va satisfaire à tous les besoins des physiciens. C'est-à-dire, notamment, elle inclut les algèbres de Pauli, l'algèbre de Pauli. Et l'algèbre de Pauli, Pauli, un grand physicien aussi, qui a fait de la mécanique quantique relativiste. Et en inventant la mécanique relativiste, il a trouvé la notion de spin. Et ça, c'est très, très important. Hein. C'est le spin. Hein. Spin, ça veut dire tourner. Hein. Voilà, spin, c'est une sorte de symétrie de rotation aussi, on pourrait dire. Alors pour l'anecdote, spin, ça veut dire épine. C'est le rouet, vous savez, le rouet, quand les fileuses faisaient du fil, elles avaient une épine et elles entortillaient le fil autour. Donc tourner, ça se disait épine, quoi, hein, pour des Anglais. Bon, donc spin, c'est une notion de rotation. OK, et c'est vraiment une notion qui n'apparaît qu'en physique quantique. Dès Mais lors quel est qu'on... l'intérêt de. Qu'est-ce que ça nous amène de plus, cette Eh bien, rotation-là? ça veut dire déjà que l'algèbre GA contient à sa naissance directement les algèbres de Pauli, qui sont fondamentales pour un physicien quantique. Voilà, donc D'accord, c'est mais déjà pas mal. oui, c'est pas mal, mais On est content. pourquoi tu en parles? Qu'est-ce que ça apporte dans cette compréhension de cette unification? Oui, oui. Alors, mais Ça je apporte comprends quoi ta dans l'unification? question. Je comprends Oui. ta question. Si tu veux, le but du jeu des physiciens aujourd'hui, c'est de réunir la mécanique quantique avec la relativité générale. La mécanique quantique, ça traite d'opérateurs, d'algèbres, c'est quelque chose d'assez algébrique. Hein. De l'autre côté, la relativité générale, c'est plutôt la forme de l'espace. C'est plutôt, on dirait en mathématiques, topologique. Hein. Il y a des déformations d'espace et la mécanique quantique, c'est des algèbres d'opérateurs. Donc, c'est deux mathématiques assez déconnectées. Or là,
on peut soit rapprocher la gravitation, donc la relativité générale, vers la mécanique quantique, ou au contraire, rapprocher la mécanique quantique vers une description plus topologique ou plus sur les espaces. Et là, donc, nous, on est plutôt, c'est ce qu'on disait la précédente vidéo, on disait que GA, Geometric Algebra, permet une description de l'espace en 8 dimensions qui inclut les dimensions traditionnelles de l'espace-temps, mais qui inclut aussi les champs, et notamment des champs spinoriels, des champs de spin. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est Bon, ça difficile à introduit, comprendre. oui, le fait qu'il y ait ces spins qui soient dans cette algèbre Oui, permet oui, d'avoir de décrire ces champs oui, spinoriels. Je ne sais pas ce que oui, ça veut dire un champ spinoriel, mais bon. des Et spins. les champs électromagnétiques sont des champs spinoriels? Alors, pas tout à fait, mais le champ magnétique, Oui. c'est, comment dire, bon, le champ magnétique est assez bien représenté par des bivecteurs. Donc, le champ électrique est un vecteur et le champ magnétique un bivecteur. Alors qu'avant, dans la physique classique, celle que j'ai étudiée, moi, il y a 40 ans, on disait le champ magnétique est un pseudo-vecteur. C'était quoi un pseudo-vecteur? C'était pas très clair. Hein. Moi, j'ai souvenir de ça. Bon, on admettait qu'un champ électrique, c'était un vecteur et un champ magnétique était un pseudo-vecteur. Bon, il fallait l'admettre. Aujourd'hui, un champ magnétique est un bivecteur de l'algèbre de Clifford. Voilà. Bon, mais rentrons pas dans les détails. En tout cas, c'est satisfaisant pour moi. Moi, je suis satisfait parce que cette algèbre, elle a pris 4 dimensions supplémentaires qui vont permettre de travailler, quoi, de faire des calculs qui vont en quelque sorte se simplifier puisque on n'a pas besoin de rajouter des charges dans l'espace pour faire apparaître des champs. Ils sont décrits directement par l'espace lui-même. Voilà. C'est curieux Bon, comme idée. alors là, tu nous dis, là, voilà maintenant le début de la Oui, révolution. oui, Alors, oui. quoi, Il faut allons-y. utiliser APS. Voilà. La révolution, c'est ça. Alors, C'est qu'il faut mais utiliser, je redis pour ceux qui n'ont pas bien retenu, ce fameux algèbre de Clifford qu'on sur a R3, résumé, qu'un physicien a résumé en appelant APS. OK. APS. Bon. Il faut utiliser celle-là. Algèbre. Maintenant, voilà les arguments d'autres arguments vont venir conforter cette idée folle. Parce que au début, c'est une idée folle. On dit, mais non, le temps, ça peut pas être un trivecteur. Le temps, défini par Einstein, c'est un scalaire imaginaire. Or là, dans cette algèbre, ça devient un trivecteur, c'est-à-dire un élément du volume de l'espace, si on peut dire. Bon. Mais il y a un deuxième argument qui va devenir choc. Il y a quelques années, je lis un document de Sean Magid. Sean Magid, c'est un physicien qui a écrit un livre, tu peux le chercher, l'image, c'est Quantum Algebra for mécanique quantique. Il a écrit un livre qui est un des monuments des algèbres d'opérateurs qu'on utilise en mécanique quantique. Donc, Sean Magid, c'est un physicien. Et j'ai trouvé un jour une traduction faite par un certain Jacques Frick, un astronome de l'Observatoire de Paris. Il avait traduit, et c'est écrit là à l'écran, hein, dans son papier, quelques pages. Redis-moi son nom alors de cet auteur. Tu l'as à l'écran. Alors, il y a Sean Magid, c'est un physicien anglais. Et l'autre, le traducteur, c'est Jacques Frick, qui a traduit un texte de quelques pages de Sean Magid. Et je tombe sur ce document. Bon, mais je l'avais déjà lu depuis d'assez longue date. Et Sean Magid dit,
si on prend pour avoir une bonne algèbre, pour décrire à la fois la mécanique quantique et éventuellement la relativité générale, le mieux, ce serait que cette algèbre soit autoduale. Autoduale. Bon, j'avais aucune connaissance de... En mathématiques, il y a plein de dualités. Il y a beaucoup de notions de dualité. Si on peut dire, pour revenir dans la notion dont on parlait, le yin et le yang, ça définit une dualité. Hein, le yin, le yang et l'ensemble qui unifie ces deux choses, c'est le Tao. Hein, on en a parlé dans la partie spirituelle. Oui, dans la première partie, dans notre premier entretien. Ouais. Voilà, c'est ça. Et là, Sean Majid, lui, il fait des maths. Hein, il ne s'occupe pas de spiritualité, pour le moment. Oui. Mais il arrive à dire qu'une bonne algèbre, voilà, ce livre qui est, il paraît, d'après ce que j'ai des commentaires, qui est la Bible des physiciens quantiques, la Bible mathématique. Et donc, Sean Majid dit, une bonne algèbre, il serait bien qu'elle soit autoduale. Et donc, moi, quand je découvre APS, je me questionne et elle est autoduale. Donc déjà, tiens, deuxième, je me dis, je suis content. Je me dis, ça commence à converger. Il y a pas mal là, on le voit ici. Hein, son papier de Sean Majid, c'est la condition d'autodualité théorique. C'est possible que ça parle pas beaucoup au commun des mortels, mais pour des mathématiciens, des physiciens, même moi qui ne suis pas un très grand physicien ou un très grand mathématicien, moi je survole tous ces domaines, parfois avec un peu plus de précision évidemment, mais cette condition d'autodualité, je l'avais retenue, et il s'avère que CL3.0 est autodual, c'est-à-dire il y a une CL3.0, redis-nous ce qu'est CL3.0. L'algèbre de Clifford sur R3, ou ce qu'on appelle APS, Algebra for Physical Space, est autodual. Donc, il y a un physicien quantique qui dit ce serait bien que l'algèbre elle soit autoduale, elle l'est. Il y a David Estenes, il dit c'est super d'utiliser APS parce que ça redéfinit vachement mieux les champs électromagnétiques, ça les simplifie, ça les modélise en une équation unique. C'est pas mal. C'est ce que cherchent tous les physiciens, de ramener 4 équations à une. Or, ça commence à se faire. Bon. Donc, il y a déjà 2 arguments qui disent utilise APS. Utilise ça. Et crois-le, moi je le crois, j'en suis absolument convaincu. Attention, il faut utiliser cette algèbre. Donc, et Jésus Sanchez a le même parcours que toi. Alors, Jésus Sanchez, lui, rappelle-nous qui il est, lui, c'est un mathématicien ou un physicien? C'est un physicien. C'est un physicien espagnol. Lui, l'article est cité, mais il a écrit beaucoup d'autres articles. Lui, il a montré que APS, Algebra for Physical Space, est parfait pour décrire les équations de Pauli en physique quantique. Des équations en 4 dimensions. Eh bien, quand on prend le trivecteur comme paramètre temps, les équations sont très très bien définies. Et ça a été, je l'ai dit déjà, ça a été vérifié par un physicien français, hein, Marc Lachaise-Oreille. Il a regardé le papier de Sanchez et il a dit « Oui, effectivement, les calculs sont exacts, mais l'interprétation n'est pas bonne. » Et là, évidemment, moi, je m'inscris en faux, et Sanchez aussi, il se trompe. Voilà, il a beau être un des meilleurs physiciens français, on ose lui dire essayez d'aller plus loin, vous allez voir. Oui. Et alors, ce physicien, tu as pris contact avec lui directement? Alors, par l'intermédiaire d'un mathématicien parisien, on en a parlé pendant 1 heure, 1 heure et demie, et quelques jours après, il m'a dit, oui, j'en ai parlé à Marc Lachaise-Oreille, il trouve que les calculs de Sanchez sont justes, hein, ils sont en annexe du livre, hein, mais il n'est pas d'accord sur l'interprétation d'identifier
le paramètre temps au trivecteur. Et pourtant, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et je vais le montrer dans la suite du livre, enfin, le montrer. Je vais montrer un certain nombre d'indices. Hein. Je ne suis pas d'un niveau mathématique ou physique suffisant pour en faire l'absolue preuve, mais ça se fera. Je pense que ça se fera. Donc, continuons à trouver des indices. Hein. On continue dans le déroulé du livre. Donc, voilà. Donc, alors là, tu vas rester là un peu plus bas. Là. Voilà, un peu plus bas. Là. Là. Ici. Là. Et c'est là que le lien, écoute bien, entre l'autodualité, c'est-à-dire une algèbre est autoduale quand au sein de l'algèbre, il y a une dualité qui s'appelle la dualité de Hodge. Encore une fois. Tu as parlé au-dessus là, de la dualité de Hodge. Oui, voilà. Alors, non, là c'est Hopf, c'est encore autre chose. Ah, je mélange tout. Hopf, c'est encore un mathématicien, mais Hodge, c'est un mathématicien aussi, anglais. Ah, on l'a ici, oui. Donc, par la dualité de Hodge, on peut dire que l'espace APS est autodual. Donc, déjà, on est content parce que Sean Magid, qui semble bien connaître la physique quantique et la théorie des groupes quantiques, la théorie des algèbres, des algèbres d'opérateurs, des trucs un peu compliqués. Même moi, je suis un peu perdu là-dedans. Attention, je ne croyais pas que je suis un grand physicien. Je suis un physicien intuitif. Voilà. Je peux dire ça. Mais Alain, nous qui ne sommes pas des physiciens, à moins que s'il y a des physiciens qui écoutent, qui se signalent, mais moi, ma question, c'est autodual, je ne comprends pas pourquoi je te l'explique avec les doigts. Regarde. Vas-y. La dualité de Hodge, c'est les 4 premières parties de l'espace, comme ça, c'est-à-dire Z. On va dire X, Y, Z et le trivecteur. Et le temps, le trivecteur qui est le temps. Le temps sont les duos, par la dualité de Hodge, sont les duos des 4 autres, le scalaire et les 3 bivecteurs. Bon. Pardonnez-moi, encore une fois, pour ceux qui mais donc, on a une algèbre, en fait, qui semble se refléter elle-même. Hein. Je le dis à dessein parce que je vais utiliser l'image d'un miroir. Hein. Et le miroir va revenir sans arrêt dans mon discours. C'est pas ce qu'on appelle la chiralité en chimie Pas tout à fait. Pas tout à fait, non. Mais pas, on n'est pas loin de ce concept-là, quand même. Hein. Et ça va revenir. Oui, la chiralité, c'est une main. Regardez ma main droite. Si elle se regarde dans un miroir, elle est une main gauche. Fais l'expérience, mets-toi devant ton miroir, mets ta main devant le miroir et tu te demandes si ta main, c'est une main gauche ou une main droite. Eh bien là, j'ai mis à l'écran ma main gauche et j'ai l'impression que c'est une main droite que j'ai mis à l'écran. Ça, c'est une main droite que je vois, moi. Oui, mais c'est ma main gauche que j'ai mis à l'écran. Eh bien, pour moi, c'est une main droite. Le pouce est à gauche. D'accord. Alors, pour revenir à l'autodualité, la dualité de Hodge qui inclut l'autodualité dans son algèbre. APS est autodual. Fais-moi confiance. Donc, vu que c'est autodual, ça nous permet quoi, ça? Eh bien, ça donne un argument supplémentaire pour dire que c'est peut-être la bonne algèbre. Mais on avance encore, remonte un peu, à peine, remonte, et là, tu lis ça, lis ça. Je voudrais maintenant vous donner un aperçu de ce qu'est cette autodualité. Qui est-ce qui parle? C'est toi, là? Sean Magid, physicien, théoricien de haut niveau. Ok. Je voudrais maintenant vous donner un aperçu de ce qu'est cette autodualité, mais vous devrez attacher votre ceinture de sécurité. Attachez vos ceintures de sécurité.
La dualité à laquelle je fais référence est une sorte de dualité corps-esprit. Waouh, il introduit ça. Ou de dualité entre une propriété et ce qui mesure cette propriété, entre la réalité et la représentation de la réalité. Oui, Par exemple, l'état du monde pourrait être un point X dans un espace grand X de possibilités. Une question à poser sur le monde serait une fonction sur X, c'est-à-dire quelque chose qui assigne une valeur numérique f de x, fx, à chaque point x dans le grand X. Là, je me perds. Or, l'ensemble de toutes les fonctions possibles f est lui-même un espace. Appelons-le le grand X, étoile. le grand Le X grand étoile, X. le dual. Ah, ok, c'est ça. Et l'on pourrait tout aussi bien dire que petit x est une fonction ou un mesureur de f en tant que point dans grand X dual. Vous réinterpréteriez le même nombre fx comme x de f. Cela signifie que nous pouvons toujours inverser l'interprétation de ce qui est la chose réelle et de ce qui est son mesureur ou sa représentation. Voilà, Ouh, ça me fait voilà. penser à la mécanique quantique, ça. Ah ben oui, La chose réelle, le mesureur, la c'est ça, représentation. c'est ça. Mais Ouais. attendez, attends, Franck, Sean Magid, c'est un des meilleurs physiciens quantiques du monde. Ah, Il ok. ne dit pas ça au hasard, hein, je crois. Hein. Ouais. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, enfin, c'est très difficile à comprendre ce qu'il dit là, mais moi j'ai lu des milliers de pages, des milliers de livres, enfin, des centaines de livres. Je me suis questionné sur le sens du monde, sur qu'est-ce que c'est que le monde, qu'est-ce que c'est que le réel, la réalité, etc., etc. Et quand je suis tombé sur ça, déjà, je suis assez content parce que un physicien quantique il ose aborder, attention, il peut être moqué par ses collègues physiciens hein, qui eux, le mind-body problème, hein, le problème du corps, du rapport du corps et de l'esprit, ils ne veulent pas en entendre parler. Or là, lui, il ose en parler. Et c'est ça, encore une fois, qui me conforte et qui me donne des éléments c'est un physicien qui le dit, c'est pas n'importe qui. Donc moi j'ai besoin de gens, j'ai besoin malgré tout d'une certaine autorité pour appuyer mes convictions ou mes intuitions. Et ces intuitions, je les avais déjà eues. Là, je ne fais que lire des choses qui ont été dites par des physiciens de niveau mondial, de classe mondiale. Donc, je suis de plus en plus content. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. J'ai écrit ce livre parce que là, déjà… Je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui sont avec nous en direct. Donc, je vais afficher ton livre quand même, la couverture. J'ai une remarque intéressante, c'est assez génial. De la part de Le Chemin des Pierres. C'est sympa parce qu'il dit, vous parlez de Pauli, le physicien, hein, Wolfgang Pauli, et qui a travaillé avec Carl Gustav Jung. Ah, c'est vachement sympa, je trouve. Le lien, c'est une synchronicité. Bon, j'avais dû la faire Jung mais et c'est vrai, Pauli. Jung a travaillé avec Pauli sur les synchronicités. Parce que Pauli faisait des rêves terribles. Pauli, le physicien, l'inventeur des algèbres de Pauli, a fait merci le chemin de pierre, des pierres, pardon. Parce que merci, vous pouvez commenter et poser des questions, hein, n'hésitez pas. Hein, oui, non, mais c'est bien déjà cette remarque, c'est bien parce que Pauli et Jung, ils ont longuement conversé, échangé pendant des années. Jung était le psychanalyste de Pauli et les algèbres de Pauli sont fondamentales dans ce que je suis en train d'exprimer là, entre la dualité corps-esprit peut se modéliser, se formaliser par une algèbre unique, une seule algèbre. Et ça toujours cette fameuse algèbre de Clifford. Donc elle est centrale. Toujours la même. Toujours la même. On ne va pas la quitter maintenant.
Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. On va garder cette algèbre GA ou APS ou algèbre de Clifford sur R3, il y a tous les noms. Mais une fois que tu as compris qui elle était, tu la gardes. Et on va la garder On un bon rappelle que moment. vous pouvez envoyer un mail à Alain pour lui demander, entre autres, qu'il vous envoie le livre sous forme de PDF gratuitement. Hein, tu fais ça. Et pour ceux qui veulent l'offrir à Noël, Ouais, à bon, pas à la quelqu'un, petite sœur, hein. ou se l'offrir, voilà, il y a la bande en bas là qui défile. C'est sur Amazon. Voilà. Ou vous Bon, l'offrez à votre belle-mère, hein, si vous l'aimez pas. si vous voulez qu'elle ait Bon. mal à la tête. Mais moi, j'avais mal à la tête en le lisant tout seul, mais depuis que je le lis Oui, avec toi, je là, t'avoue, voilà. depuis qu'on a fait ce travail et on est à la 4e partie, la 4e émission qui décrypte ton livre, Oui. ben, j'ai de moins en moins mal. En tout cas, ça devient plus clair et je Je suis te heureux. passe du baume. Oui, c'est gentil. Bon, alors on avance. Bon, on Donc, avance, donc on reprend. On a une algèbre. Il nous reste 20 petites minutes Bon, avant on a une algèbre en dimension 8 qui est quasiment parfaite pour décrire les équations de l'électromagnétisme et qui a la propriété magique d'être magique, hein, Sean Magid, et elle a la propriété de Magid d'être autoduale. Et donc là, déjà, elle a quand même Et Alain, deux... on rappelle, quand Oui. tu dis très vite, toujours, mais moi je rappelle que ce que j'ai compris, que l'algèbre de dimension 8 Oui. appliquée, c'est quand elle est appliquée à la sphère R3, quoi, à l'espace, uniquement à l'espace en 3 On parle dimensions. juste de l'espace 3D. Cette algèbre de 3 dimensions, avec cette algèbre de Clifford que tu appelles APS ou que un physicien APS, appelait oui. Algebra for Physical Space, de Oui, l'algèbre pour l'espace physique, quand on l'applique à l'espace, cette oui, algèbre, eh bien, ça nous crée 8 dimensions. oui. Et enfin, avec ces 8 dimensions, on peut unifier toutes les composantes de la physique actuelle. Ah, on Donc, peut dire ça. on a une On peut physique dire ça. unifiée grâce à cette algèbre. Voilà. C'est le Graal de tous les physiciens aujourd'hui. Il faut pas oublier. Et elle est suffisamment simple pour un physicien qui fait de la théorie des cordes, mais il va me rironner tellement elle est simple. Il va dire, mais non, c'est trop simple. Les gars qui font de la théorie des cordes, ils veulent des algèbres en dimension 25, enfin 11. Ils veulent des choses beaucoup plus compliquées. Là, on repart de quelque chose de très simple, puisque moi qui suis un physicien moyen, j'ai senti l'unification qu'apportait cette algèbre. Mais là où elle devient magique, c'est que si on croit ce que dit Sean Magid, une algèbre autoduale permet de modéliser en quelque sorte, de formaliser le mind-body problem. Et là, on est au cœur du livre, on est là où l'unification, elle ne fait pas qu'unifier la relativité générale avec la mécanique quantique, la gravitation avec l'électromagnétisme, elle réunifie la pensée avec la matière. Voilà. Ce que tu appelles le mind-body Le problem. mind-body problem, le rapport, qu'est-ce qui met en relation l'esprit et la matière? Qu'est-ce qui les relie? Eh bien, cette algèbre, elle le fait. Voilà. Ok. Et On peut c'est ce qui va s'arrêter là. pouvoir expliquer, on peut s'arrêter là, mais c'est ce qui explique, donc, grâce mathématiquement, cette algèbre nous expliquerait, permettrait de comprendre en quoi certains médiums, certaines personnes ont cette capacité à faire bouger des objets, à faire. N'allons pas trop vite. Non, Non. alors oui, n'allons pas La trop vite. psychokinèse, la micro-psychokinèse, ce genre de choses. Peut-être. Alors, n'allons pas trop vite là, parce que on a déjà, c'est pas nouveau d'avoir imaginé que les champs quantiques étaient des champs de conscience. C'est probablement très proche de la réalité. Ça, je pense aussi, parce que
ça a été évoqué dès le début de la mécanique quantique. On a dit, ça y est, on a trouvé le champ de conscience, parce qu'on n'est pas les premiers à discuter de ça, attention. Hein. Or, avec cette algèbre, et ce que dit Sean Majid, on a passé un pas vers une espèce de formalisation. Voilà. Donc, j'en suis pas à tordre des barres de fer à distance ou à parler de rétrocognition ou parler d'expérience de mort imminente. Mais j'ai toujours ces choses à l'esprit. Et donc, moi, je cherche à les unifier dans un modèle qui tienne la route, quoi. Voilà. Très bien. Et là, on a déjà fait un grand pas. Bon, eh ben, écoute Alain, qu'est-ce qu'on fait? On a fini là? C'est ça que tu es en train de me dire? On a fini. Alors, on peut s'arrêter là. Ouais. Je regarde si je peux dire quelque chose de plus pour vraiment. On est au cœur du livre. Là. On est au cœur du livre. Tout le reste autour, c'est des indices qui convergent encore vers ça. Il y en a encore. Parce qu'après, il y a les interactions électromagnétiques de la géométrie. Regarde sur l'écran, je te le mets. Oui. Il y a alors, ça, c'est très important. Hop, remonte. Je remonte, ouais. Là. Alors, là, alors, oui, là, voilà. Bon, là, on rentre dans des. Alors, un truc super important, et je finirai juste là, tiens, là, les symétries de jauge. Ouais. Là, attention, on rentre, c'est très difficile à lire, il faut avoir fait de la physique là, hein, pour lire ça. Moi, je le lis, je ne dis pas que je le maîtrise à 100%, évidemment, je m'appelle pas Rovelli ou Alain Cohn, ou je n'ai pas ce niveau de compréhension des choses, mais par contre… Mais qu'est-ce que ça veut dire quand même, les symétries de jauge? Tu peux nous expliquer avec des mots? Là comme ça, non, j'aurais du mal à expliquer, mais je veux aller un peu plus bas, descends un peu, descends un peu avec la molette, voilà, descends. Faut lire ça, la géométrie, géométrodynamique, tu vois, ce chapitre-là, c'est un mot, voilà, et là on y est, voilà, hop, là, laisse comme ça, parfait. D'accord. La géométrodynamique, c'est précisément la dynamique géométrique de l'espace. Et là, on l'a lu hier, cette phrase de Wheeler, John Archibald Wheeler, un des meilleurs physiciens du XXe siècle. Il a dit « Il n'y a rien dans le monde excepté un espace vide courbé. » C'est tout. Et là, l'algèbre, APS, décrit parfaitement cet espace vide courbé qui va se courber parce qu'il va s'y passer des choses dedans. Hein. S'il était que mathématique, j'aurais tendance à dire il s'y passe rien. Mais il va s'y passer des choses et ça va créer la matière, ça va créer l'énergie, ça va créer des courbures, ça va créer la gravitation, ça va créer l'électromagnétisme. Et il y a des tas de physiciens qui ont déjà réfléchi à tout ça. Mais descends encore un peu, et là, je veux que ce soit le dernier, le troisième argument fort. Je parle de Gareth Lizzie, du groupe E8. Je veux continuer encore un peu. Descends, est-ce que… Non. C'est ça la chiralité, on avait parlé de la chiralité. Voilà, bon. La chiralité, j'en parle parce que c'est important. Non, alors on a raté, c'était plus haut. Remonte, pardon. Hein, attends, désolé pour les gens qui suivent cette émission. On est en direct, hein, on aurait pu le faire un peu mieux. Hein. Monte un peu avant, avant ça. Là, on est dans les électrons. Vas-y. Hop. Oui, là, c'est là. Voilà. Là. Oui, tu veux parler de quoi alors? Remonte un peu plus haut. C'est une titre de paragraphe. C'est-à-dire, je ne vois pas bien, moi. Voilà, là. Ça y est, on y est. Attends, la symétrie, voilà. Ce sera le dernier argument. Voilà, c'est parce que tu zoomes. C'est un des derniers arguments, mais il y en a d'autres, mais c'est le plus marquant pour un physicien.
Dans la mécanique quantique et la théorie quantique des champs, il y a une symétrie qui s'appelle CPT, charge, plus, moins, parité, Charge plus, ouais. qui consiste en retourner la gauche et la droite. Hein, c'est une réflexion dans un miroir. Et T, la symétrie temporelle qui revient à dire le temps, il marche en avant ou il marche en arrière. Hein. Tu l'avais évoqué hier. Eh bien, Oui. donc, tout est là hein, à l'écran. Eh bien, l'algèbre de Clifford sur R3 ou l'algèbre Cette APS, symétrie du temps. elle implique, elle induit naturellement la symétrie CPT. Et je laisse un physicien le regarder de plus près. Et ça, c'est le troisième argument qui me fait croire que cette algèbre APS, elle est fondamentale. Et elle l'est. Je crois qu'elle l'est. Elle implique, si tu veux, elle implique, mais absolument naturellement, Donc, pour résumer, la plus grande symétrie des champs quantiques. Ça nous alors, c'est le troisième argument. Oui. On a des notions de symétrie qui apparaissent grâce à cette algèbre. Oui. Deuxième argument, c'est que grâce à cette algèbre, on est autodual. Ça, j'ai pas toujours bien compris. Oui. Et le premier argument, c'est grâce à cette algèbre toujours de Clifford ou APS, maintenant appelée par un physicien APS. Oui. Grâce à cette algèbre, on a 8 dimensions et non plus 4 qui permettent de définir et d'unifier l'ensemble des forces électromagnétiques. Je détaillerai ça plus encore, hein, parce que ça va. Je préférerais qu'on refasse une émission entière sur ça, parce que on va voir apparaître assez intuitivement, mais assez précisément aussi, qu'il y a une algèbre pour les fermions, c'est-à-dire la matière, et une algèbre pour les bosons, les champs. Et donc, on a un rapport direct entre les champs et la matière. C'est ça qu'on va identifier au mind-body problem. C'est-à-dire, les champs interagissent avec la matière interagit avec les champs. On pourrait mettre de ce côté la matière, les champs, pardon, et la conscience, et de l'autre côté, la matière, ou on appelle ça la matière fermionique, c'est-à-dire des spins demi-entiers d'un côté et des spins entiers de l'autre. Bon, là, c'est difficile à comprendre, mais je l'expliquerai mieux dans une prochaine vidéo. Et c'est ça qui fait qu'il y a toute une unification, toute une immense cohérence qui apparaît en utilisant cette algèbre. Et vous verrez, j'en suis sûr, il y a des physiciens qui l'utiliseront et qui rebâtiront des fondations solides et qui intégreront donc le phénomène de la conscience, le mind, avec le body, la matière. Voilà. Bon, eh ben, écoute, alors... il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. J'ai compris que tu avais trouvé 3 arguments massus pour que l'algèbre de Clifford, ce fameux algèbre de la physique de l'espace, hein, quand on l'applique à l'espace, justement, et non pas à l'espace-temps, quand on l'applique à l'espace, on a 8 dimensions qui nous permettent d'intégrer toutes les forces et tous les champs qui n'étaient pas intégrés dans la relativité générale, la gravitation. Maintenant, mécanique quantique et relativité générale sont ensemble grâce à cette algèbre et grâce à toi et à résoudre Sanchez. On est nombreux, hein. C'est bibliographique tout ce que j'explique là. J'ai rien démontré moi. Hein. Grâce à toi, tu as fait des liens, tu as relié tout ça. Oui. Et dans ton livre que je vais remettre ici parce que c'est quand même important que les gens sachent que ce livre est disponible gratuitement. Hein, tu l'as. Alors là, on peut le commander sur Amazon, c'est vrai, parce que c'est un beau livre aussi, mais avec là, je mets ton email et pour que les gens puissent te demander le lien pour télécharger ce livre en PDF.
Voilà. Ah, on a Je- deux commentaires. Peut-être que bonjour, les gros BG de la street. Je sais pas qui c'est qui parle comme ça. Ah oui, oui, bon, ok, c'est pas forcément à mettre en ligne. je voudrais juste dire un truc. Oui, Je suis alchimiste, oui, c'est-à-dire, en fait, j'applique la doctrine alchimique qui dit, je veux bien la citer, celle-là, Legge, 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 ora, labora, et invenies. En gros, moi, j'ai dit en français, mais je vais l'expliquer. Lis, lis, relis, du verbe lire, du verbe lire, et tu comprendras. Et moi, en tant qu'alchimiste, j'ai toujours essayé de comprendre ce que voulait dire cette formule, et c'est ce que j'ai fait, en fait. Presque sans le savoir, j'ai lu des documents compliqués en anglais, des trucs de physique théorique, j'y comprenais rien, des trucs de maths, je n'y comprenais rien, d'autres, je commençais à comprendre. Et j'ai fait le lien, et j'ai eu comme une illumination qui dit, ça y est, je vois, je commence à comprendre le lien. Et donc, j'ai transformé cette formule alchimique en lis, 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 du verbe lire, et relis les choses. Relis au sens du verbe religarer, relier les choses. Et c'est ça qui s'est produit dans ma tête. Des lectures assidues, nocturnes, jusqu'à 3 heures du matin, des vidéos, des lectures, ah, avec, et à un moment, ah, j'ai relié les choses. Excellent. mais Lit c'est lit, c'est pas un lit. Il faudrait que je modifie ça. du verbe lire. Du verbe lire. Donc, il faut lire. Il Ouais, faut ouais. lire, relire et relire, parce que souvent à la première lecture on comprend rien, et à la deuxième on comprend un peu, et à la troisième on dit ah oui d'accord, et à un moment on a un tissu un réseau, ce que les gens appellent les cartes mentales. Vous savez, une carte Ouais. mentale, c'est relier des choses. Eh bien, ça s'est produit dans ma tête, et ça a pris toute une espèce de cohérence. Euh, Miraculeuse. D'accord. Donc voilà, moi je suis content de ça. En tant qu'alchimiste, j'ai appliqué la doctrine Lis et relis les choses. et Proverbe à relis les suivre. choses. Très bien. Bon, j'ai pas fait de faute d'orthographe ce coup-ci. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de vérifier. C'est pas ma spécialité, l'orthographe. Très bien. Bon, Alain, il est 57. On va peut-être clôturer ce moment passé ensemble. Est-ce qu'on a fait le tour du livre? Est-ce que tu as envie qu'on fasse une petite synthèse parce que quand on a fait 4 parties, et Oui. peut-être on pourrait faire une cinquième qui sera le cinquième élément. Et donc, Ah en oui, alchimie, le cinquième élément, je ne sais pas ce que c'est, mais pour la moi, le cinquième élément, quintessence. la quintessence, c'est ce qui relie tout. Et on pourrait proposer demain, par exemple, de faire une petite demi-heure, un quart d'heure à tous ceux qui sont là, déjà, de poser vos questions. Tiens, on a 3 commentaires, je vais voir si ce sont des nouvelles questions. Oui, oui, oui. Non, la conscience, c'est sortir du programme naturel. Dit la conscience, qu'est-ce qu'il veut dire Oui, par mais là? c'est trop difficile de comprendre avec un tweet, si on peut dire, de comprendre la pensée de celui qui l'écrit. Mais Oui, bon, si vous développez la Nicodakifi, ben on pourra peut-être oui, si on comprendre la question, parce que là on la comprend pas a priori. bien sûr, bien sûr. Bon, Mais merci encore à celui qui a relié Pauli et Jung. C'est synchronistique pour moi. Jung, il travaillait sur la conscience, Pauli sur la mécanique quantique. Bravo. oui, Je connaissais ce lien, évidemment, mais là, il est tombé à pic. très bien. Bravo. Merci. Bon, merci à Le Chemin des 5 Pierres 670. Oui, oui. C'est Ouais, aussi alchimique comme nom, ça, j'ai l'impression. Bon, probablement. On euh, est nombreux, les alchimistes. On est très, très nombreux, je crois, de plus en plus.
Et c'est nécessaire dans cette époque troublée. Eh ben, peut-être qu'il faudra que dans cette petite vidéo qu'on va faire, il est bientôt midi, on va arrêter. Tu nous redéfiniras ce que c'est pour toi l'alchimie aujourd'hui. On avait Burin Steinaz qui était interviewé par Ahmed Sin hier ou avant-hier, donc on peut le retrouver, Burin Steinaz, qui est un alchimiste français connu. Oui. Mais oui, toi, oui, tu es un alchimiste français connu, physicien de peu formation. connu. Peu connu, mais qui mérite d'être plus connu, voilà. Merci, Donc, on va, je crois, conclure pour aujourd'hui. Et demain, on vous propose de faire la synthèse. On va faire une petite demi-heure, pas plus. Oui, oui, oui. Tu es d'accord avec ça? Mais une synthèse, il y a encore, attention, il y a encore beaucoup d'arguments qui arrivent. Il y en a, alors, tu voudrais continuer à développer ce livre? Au moins donner d'autres arguments. Vous allez voir, c'est ça l'unité. C'est à un moment, quand on a tiré une pelote de laine, on démêle le fil. Hein. On va. Si on met la table des matières, ici, c'est vrai qu'il reste encore pas mal de choses. Oui. Voilà. Et des trucs. La formule canonique. Ça. Demain, on parlera de ça, la formule canonique du mythe. La formule canonique du mythe. Et ça aussi, là, on est au cœur du livre. Et on est au cœur d'une compréhension encore supérieure à tout ce qu'on a compris là. Bon, eh ben on rentrera dans le détail demain. Et donc on fera pas tout le livre, hein, c'est ça. On va pas détailler la totalité du livre, ou tu as envie qu'on continue jusqu'au bout? Eh bien, on va continuer jusqu'au bout quand même. Ce serait dommage de s'arrêter en un si bon chemin. Alors demain, on continue. La cinquième partie, il y aura donc peut-être une sixième, une septième, une huitième partie, puisque il y a beaucoup de choses. La formule canonique du mythe. Voilà. Bon, et vous allez voir comment ça s'intègre encore une fois dans cette vision globale. Ok Alain, on va conclure maintenant. Ben voilà, je vais envoyer la petite vidéo de fin, le petit jingle. À bientôt alors, pour la suite qui va être aussi phénoménale. Oui. Aussi phénoménale que ce qu'on a vu. Sur la chaîne d'Alain, sur ma chaîne L'œil de Franck. La chaîne d'Alain, c'est Alain Cagnati, tout simplement. Ma chaîne, c'est L'œil de Franck, ma chaîne YouTube, mais sur Facebook aussi, ceux qui sont sur Facebook. Et là, aujourd'hui, on était sur Instagram, qui vient de s'arrêter. Il y a un petit souci. Il a déconnecté. Bon, c'est pas grave. Ah oui, après 1 heure, Instagram s'arrête. C'est ce que je viens de découvrir. Donc voilà. Et on est aussi présent sur LinkedIn. Pour ceux qui travaillent et qui se sentent déjà un peu en vacances, ils pourront nous suivre sur LinkedIn. Donc à demain, 11h30 peut-être, plutôt, de 11h30 à midi, ou de midi à midi et demi, qu'on permet à plus de monde comme ça. Ok, d'accord. 11h, moi, 11h, ça me va. Bon, 11h, ça te va. De toute manière, c'est rediffusé. Ensuite, il n'y a pas que le direct. Après, oui. Vous pouvez le voir en différé, il n'y a aucun souci. À très bientôt, à très vite, Alain. Ciao, ciao. Merci, Franck. À bientôt. Au revoir à tout le monde.